Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. L'actualité, le renforcement du dispositif de contrôle contre le virus Ebola. Nous irons à l'aéroport de Roissy. Question ce soir, un tel dispositif peut-il être réellement efficace ? Après l'espoir, l'heure du doute, le gouvernement nigérian a annoncé hier qu'un accord avait été trouvé avec Boko Haram. Accord pour la libération des 200 jeunes filles enlevées il y a 6 mois seulement. Pour le moment, rien ne bouge. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Actualité maintenant avec ces contrôles renforcés contre le virus Ebola. Depuis ce matin à l'aéroport de Roissy, tous les passagers en provenance de Conakry doivent se soumettre à une prise de température via un laser. Alors ces opérations sont-elles réellement efficaces? Une passagère a été en tout cas transférée dans un hôpital parisien. Arnaud Boutet, Tristan Lebras. 5h50 ce matin, 150 à 200 passagers en provenance de Conakry débarquent à Paris-Charles de Gaulle. Dès la sortie de l'avion, des médecins ont pris leur température avec thermomètre laser. Les passagers reconnaissent l'utilité de cette procédure. La température, on l'a prise assez rapidement et voilà. C'est quelque chose qui est un peu compliqué, la maladie, on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais quand même ça va, c'est rassurant. Parce qu'il y a des mesures plus ou moins quand même adéquates. Les voyageurs du vol direct remplissent un formulaire et laissent leurs coordonnées en cas de problème. Mais qu'en est-il pour ceux qui viennent d'un pays à risque, tel la Sierra Leone, passent par Casablanca, puis atterrissent à Orly, comme ces passagers du vol Royal Air Maroc. 14h15 cet après-midi à Paris, aucun contrôle de température à l'arrivée. Les vérifications ont eu lieu au départ. Il y a beaucoup d'évolutions en Freetown, donc ils nous prennent la température, on passe devant des caméras et des caméras thermiques. Et à Casablanca, l'arrivée de l'avion, c'est le même système de contrôle. En provenance de Guinée, Sierra Leone et Libéria, de nombreux passagers transitent également par la Belgique avant d'atterrir en France. À Bruxelles, les contrôles de température n'existent pas encore. Mais pour les spécialistes, ils sont nécessaires pour dépister la maladie. Une des chances, entre guillemets, d'Ebola, c'est que vous êtes symptomatique, vous avez des symptômes avant d'être infectieux. Donc même si quelqu'un est en phase d'incubation, il va prendre l'avion, mais il ne va transmettre le virus à personne dans l'avion. Ce matin à Roissy, une passagère du vol Conakry a été contrôlée à 38 degrés. Une heure plus tard, sa température était retombée à 37,5. Elle n'aurait aucun symptôme d'Ebola. Autre élément du jour concernant ce virus, avec une phrase, elle a été prononcée par le président américain Barack Obama. Il ne faut surtout pas céder à l'hystérie ou à la peur. Direction Washington. Bonsoir Valérie Astruc. Valérie, il faut reconnaître que les affaires, les histoires s'accumulent aux États-Unis. La dernière en date concerne un bateau de croisière. Oui, il s'agit d'un bateau de croisière américain qui fait actuellement des ronds dans l'eau au large des Caraïbes car interdit d'accostage. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à son bord se trouve une employée de l'hôpital de Dallas, là où le patient libérien est mort d'Ebola. Cet employé qui a embarqué il y a 6 jours ne présente aucun symptôme, n'a pas eu de contact avec le malade, mais les autorités américaines prennent l'affaire très au sérieux et ont tenté de la rapatrier en vain. Le gouvernement de Belize a refusé l'accostage du navire, puis le Mexique a interdit l'accès du navire à son port. Du coup, la passagère s'est volontairement mise en quarantaine dans sa cabine, même si le risque de contamination à bord est, dit-on, très faible. Et preuve donc que la psychose Ebola est ici à son comble. Eh bien, les milliers de passagers de ce navire ont été privés d'escales ensoleillées et n'ont plus qu'une chose à faire, attendre le retour au port d'origine aux États-Unis, prévu demain dimanche. Valérie Astruc en direct de Washington. Merci Valérie. Le doute, après l'espoir, hier, le gouvernement nigérian annonçait qu'un accord avait été trouvé avec Boko Haram, le mouvement qui retient en otage depuis 6 mois plus de 200 jeunes filles. Seulement, plus de 24 heures après cette déclaration, rien n'a vraiment progressé. Alors où en est-on? Marc de Chalvron et Alexis Fischer. Où sont les 219 lycéennes enlevées par Boko Haram? Sont-elles vraiment sur le point d'être libérées? Hier soir, la télévision nigériane annonçait leur libération imminente avant d'être démentie par les services de sécurité du pays. Ce n'est pas la première fois qu'un tel accord est annoncé sans être suivi des faits. La campagne de l'élection présidentielle au Nigeria est, il faut bien le dire, assez favorable à ce genre d'annonce prématurée. Néanmoins, des négociations semblent bien être en cours avec la médiation du Tchad, pays voisin, confirmation du ministre tchadien des Affaires étrangères. Dans un premier temps, Boko Haram s'est engagé à annoncer un cessez-le-feu, s'est engagé également à libérer les filles. Sur ce deuxième volet, les parties ont convenu de se retrouver par la suite pour pouvoir voir les modalités pratiques de cette libération.
Néanmoins, ces négociations laissent beaucoup d'experts sceptiques. Personne, en effet, ne connaît les émissaires qui affirment représenter Boko Haram. On n'avait jamais entendu parler de ces gens-là. Cheikh Sani, qui était le négociateur du gouvernement en 2012, a bien expliqué que ces noms sortaient de nulle part. Donc il peut y avoir aussi ce scénario d'escrocs qui touchent de l'argent pour prétendre mettre en contact avec les leaders de Boko Haram. L'enlèvement des jeunes femmes, il y a un peu plus de 6 mois, est à l'origine d'un élan de solidarité sans précédent au Nigeria et dans le monde entier. Sur Internet, Bring Back Our Girls a rallié des millions de personnes parmi les plus éminentes, comme Michelle Obama, la première dame des États-Unis. La présidence du Nigeria continue d'espérer la libération des otages d'ici mardi au plus tard. On vient en France, on connaît les premiers éléments du rapport de la Cour des comptes qui sera rendu public jeudi. Et vous allez voir qu'il dénonce les folles dérives du TGV au banc des accusés, l'État, mais aussi les élus qui ont voulu étendre le réseau à tout prix. Françoise Vallée, David Fossard. Le TGV, une fierté française, une prouesse qui a révolutionné le transport en France. Mais aujourd'hui, la Cour des comptes dénonce les dérives du train à grande vitesse. Les magistrats constatent que la rentabilité des lignes TGV a été surestimée. Exemple, le TGV Nord. Le taux de rentabilité annoncé est de 12,9%, il est en réalité de 3%. Pour le TGV Méditerranée, 8% promis, au final 4,1%. Pourtant, le succès commercial est indéniable, mais ce sont les investissements qui ont été trop lourds, souvent poussés par des élus locaux désirant tous avoir leur TGV. Nous attendons la fin de notre désertification, une repopulation, et à partir de là, nous pourrons envisager d'avoir des activités dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Mais ces ambitions sont financées par la SNCF et l'État. Avec une dette de 44 milliards d'euros, le rail français n'a plus les moyens de payer des lignes supplémentaires. Aujourd'hui, il faut arrêter de construire des lignes nouvelles parce qu'on n'arrive pas à supporter la dette qui est créée par les nouvelles lignes. Donc il faut faire une pause pour digérer financièrement le poids de l'endettement. Plusieurs projets de lignes à grande vitesse ont déjà été reportés par le gouvernement. Le rapport de la Cour des comptes pèsera dans les décisions à prendre sur leur avenir. Près de 20 ans après les faits, le frère de la jeune fille assassinée